Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, à cet espace, on reçoit deux invités, l'homme politique et pasteur, Chavan Jeune, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous spectateurs et spectatrices du programme ça. Et le directeur du registre électoral, Philippe Augustin, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à staff Métropole là et bonjour à tous auditeurs et auditrices qui ont regardé l'émission ça là. Alors, rapidement, et nous connaissons que l'actualité a dominé par le discours du président de la République, Michel Martelly, hier à l'Arcaillet à l'occasion du 212e anniversaire de la création du drapeau. Pasteur Chavan Jeune, je me tourne vers vous en tant qu'homme politique. Discours ça qui ont apprécié. Bon, je dois confesser que je n'ai pas eu l'occasion d'entendre le discours en direct, mais j'ai eu des bribes à travers les éditions de presse. Je crois qu'il a mis l'accent sur l'unité. Donc, il ne pourrait faire autrement, puisque la fête du drapeau, c'est une occasion de nous rappeler que le drapeau est le symbole de notre unité, mais également le symbole de notre fierté de peuple et le symbole de notre dignité. Donc il a exhorté le peuple haïtien à se rassembler ensemble pour rééditer et consacrer à nouveau cette unité qui nous a valu notre indépendance et également à diminuer les séquelles de division qui entourent notre peuple aujourd'hui dans notre tranche d'histoire et de nous dépasser pour essayer de revivre encore ces bons moments de l'histoire, de notre histoire de peuple. Et je crois qu'il a vraiment mis l'accent sur l'unité. Et j'ai entendu également le discours du président du Sénat et le pasteur Richer, Andris, qui est allé un petit peu plus loin pour nous exhorter à voir que notre histoire se poursuit à travers cette unité historique de peuple, mais de ne pas seulement nous concentrer sur le passé, mais de regarder l'avenir en nous situant dans le présent et de voir ce qu'il y a lieu de faire en vue de rattraper cet écart que nous avons entre le passé et notre présent, pour ne pas dire le futur et les perspectives qui nous attendent. Une deuxième question sur ce discours. Est-ce que vous pensez qu'en pleine période électorale, cette union est possible, d'autant que les périodes électorales en Haïti sont souvent caractérisées par la violence? Est-ce que l'union est possible aujourd'hui? Elle est toujours possible, d'autant plus que si nous tournons dans l'histoire, c'était la période la plus fragile, la plus violente que les Noirs et les mulattes ont pu s'entendre. Ce n'était pas chose facile. Je crois qu'au moment des élections, c'est l'occasion pour des candidats et quelqu'un qui veut se porter candidat et pour être président de la République, de se montrer à la hauteur de ce courant historique. Sinon, je ne vois pas comment il va pouvoir diriger s'il ne peut pas se dépasser maintenant pour comprendre que les élections ne sont pas une période de guerre, c'est une période de compétition et le meilleur doit l'emporter. Et c'est le pays d'abord et non pas moi ou l'autre ou lui, parce que je crois que même en période électorale, on doit savoir qu'il n'y a pas d'autre issue pour résoudre la crise du pays et pour faire avancer Haïti, sinon dans l'union et l'unité. Voilà, on ferme à ces termes le chapitre, encore la parenthèse discours Michel Martelly prononcé à l'Arcaillet pour rentrer de plein pied dans le processus électoral avec le directeur du registre électoral Philippe Augustin. Nous sommes à la phase d'inscription des candidats à la présidence. Ça se passe en ligne dans un premier temps et dans un second, la présentation physique du candidat pour le dépôt de ses pièces. À combien de candidats sommes-nous aujourd'hui? Si nous voulons parler des candidats à la présidence, là, hier, quand j'ai regardé les chiffres, ils étaient 50 candidats
à faire leur préinscription en ligne. Et ils étaient 10 à avoir déposé leurs pièces au BED pour remplir les formalités d'inscription. Et maintenant, bien entendu, nous faisons parallèlement aussi l'inscription des candidats au local, c'est-à-dire magistrats, ASEC, délégués de ville. Je ne dis pas tous les chiffres en tête, mais on regarde le total, ils sont plus de 5 000 à avoir fait cette inscription en ligne. Et là encore, je n'ai pas encore regardé combien avait fait le dépôt de candidature. Vous savez que ça doit se faire au niveau des BEC, bureaux électoraux communaux de tous les pays. Mais le pré-enregistrement en ligne, ça ne va pas sans difficulté. Comment expliquer ces difficultés et comment un potentiel candidat peut s'y prendre pour ne pas rencontrer ces genres de difficultés qu'il dénonce très souvent? Bon, il y a plusieurs types de difficultés. Bon, bien entendu, ce système que nous utilisons là maintenant, c'est un système nouveau, ok? Donc il vient avec toutes ces petites difficultés et que nous corrigeons au fur et à mesure que nous avançons dans ce processus. Mais il y a aussi d'autres difficultés. Par exemple, les candidats doivent pouvoir récupérer tous les documents nécessaires pour faire le dépôt de candidature. On parle de carte d'identification nationale, les articles fiscaux, il faut payer les redevances fiscales, il faut, etc., etc., etc. Et au niveau de l'État, il rencontre aussi d'énormes difficultés à trouver à temps ces papiers. Maintenant, il y a aussi un effort qui a été fait au niveau du décret électoral pour encourager la participation des femmes au processus électoral. Et par exemple, pour les mairies, pour les cartels de mairie et les cartels de CASEC, ils sont 3, mais il faut au moins une femme dans le cartel. Et pour les cartels d'ASEC et de délégués de ville, dépendant de la population électorale, parfois il faut 2 femmes, parfois il faut 3 femmes. Et le système tel qu'il est conçu, justement, quand le parti politique inscrit le cartel, il est obligé d'inscrire une femme. Et il y a beaucoup de difficultés pour les partis politiques, le pasteur ne va pas me démentir, pour trouver des femmes intéressées à participer à la vie politique. Alors, permettez que je vous interrompe un tout petit peu. Et si au moment du pré-enregistrement, vous voyez dans le système qu'il n'y a aucun nom de femme, le système ne va pas reconnaître cette inscription, c'est ça? Le système ne va accepter aucun enregistrement qui ne présente pas 30% de femmes. Déjà, on est sûr d'avoir 30% de femmes au niveau des locales. Maintenant, si on veut continuer à parler des difficultés, j'ai entendu beaucoup de soucis, par exemple, de la part des partis politiques par rapport à la disponibilité de l'Internet en région, par exemple. Et là encore, comme je vous dis, l'inscription en ligne, ce problème se pose pour le CEP surtout parce qu'il faut que nous arrivions à trouver une connexion Internet pour tous les becs du pays. Or, ce n'est pas chose évidente. Ce n'est pas chose évidente et là encore, on est obligé de faire face à un déficit de disponibilité du signal Internet dans ces régions-là. Mais quand même, c'est une activité qui va nous mener vers une modernisation du processus électoral. D'ailleurs, le décret déjà nous demande de faire le transfert électronique de données des BEC vers le centre de tabulation. Déjà, si nous n'arrivons pas à avoir un signal au niveau de tous les BEC et ramener toutes ces informations le plus rapidement possible au centre de tabulation, c'est déjà difficile pour nous, le CEP. Donc, il n'y a pas que les partis politiques, il n'y a pas que les candidats à avoir des difficultés. Nous aussi, au niveau du CEP, nous confrontons beaucoup de petits problèmes, mais le problème, c'est pas difficile à gérer. Donc, l'essentiel, c'est de trouver des solutions à ces problèmes-là. Est-ce que vous avez rencontré ces genres de difficultés au moment de votre pré-enregistrement ou encore l'un des candidats de la plateforme Canaan? Donc, pour moi, il n'y avait pratiquement pas de problème puisque en moins que 15 minutes, on est arrivé à le faire. Mais pour les élections locales ou bien les candidatures locales telles que ASEC, CASEC et même la mairie, donc on a eu des problèmes à n'en plus finir. Des fois, les gens sont obligés de laisser Porte de Paix, par exemple, ou bien Bombardier-Police dans le nord-ouest, ou du moins c'est des zones très reculées des provinces pour venir jusqu'à la capitale. Et on est bombardé avec les candidats qui nous arrivent de toutes parts. Et ça, c'est un problème à gérer. Des fois, ils arrivent à passer près de 3-4 jours. Et tout ça, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte une certaine logistique pour pouvoir les accueillir, les accommoder et essayer de ça. Mais toutefois, il y a un coût à payer pour la modernisation. Je ne crois pas que Haïti, disons, doit continuer avec les choses traditionnelles. Donc, il nous faut consentir à payer le prix, même si ça nous pose des tracasseries à n'en plus finir.
Mais je suis heureux qu'on ait abordé la question en ce sens. Et je vois à long terme, même avec la proclamation des résultats, ce sera beaucoup plus transparent et on peut monitorer les résultats et éviter les dégâts qu'on connaissait. Parce que si je dois partir de Port-au-Prince pour aller jusqu'à Nord-Ouest, pour aller assister un candidat qui est en difficulté à cause qu'il y avait des problèmes au niveau du bec, du bed, donc ça c'était une calamité et on ne pouvait pas physiquement, et on a perdu beaucoup de candidats au cours des dernières élections à cause qu'on n'avait pas, disons, la possibilité de voir ce qui se fait et de comprendre les résultats. Mais je suis sûr que ça va être payant à la longue. Mais bon, oui, là on sait que toute mutation, tout changement engendre la douleur, mais il y a des gens qui disent, je ne sais pas si ce sont des mauvaises langues, mais des gens qui disent que l'introduction de la technologie dans le processus électoral, c'est un moyen utilisé par le CEP pour décourager l'affluence de candidatures, le flux de candidats. Est-ce que vous avez une réponse à cela? Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Par exemple, je prends les candidats à la présidence. Ça n'a pas découragé 50 candidats à se faire enregistrer, par exemple. Donc, c'est pas pour... Non, mais il y a toujours des difficultés, des pannes techniques, pannes de réseau, il n'y a pas de signal, ça arrive. Bon, ça, même au BED de l'Ouest, on a pu constater. Je vais vous dire une chose. Quand on vit dans un pays, toutes les institutions de ce pays doivent marcher correctement si on veut avancer. Et même dans le secteur privé, si par exemple, si le secteur bancaire, par exemple, n'arrive pas à fournir les services qu'il faut, c'est la catastrophe. Et ceci est valable pour l'État aussi. Les élections, ça s'organise par le CEP, mais c'est tout l'État qui doit participer à tous les niveaux, logistique, sécurité, etc., finances, à l'organisation des élections. Alors, si une institution de l'État ne fait pas son travail, ça va créer des blocages quelque part. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez un candidat qui va venir s'inscrire comme candidat à la présidence ou n'importe quoi, et on lui demande de payer des redevances fiscales. D'accord? Il doit payer 5 ans de redevances fiscales. Ou bien si on lui demande d'avoir un certificat de nationalité haïtienne, par exemple. Et si le candidat fait sa requête à la direction d'immigration, au service d'immigration, et qu'on ne lui remet pas ce papier à temps, ça va bloquer le candidat. Ça va créer des frustrations et ça va faire des mécontents. Donc, il faut que toutes les institutions de l'État, en parfaite harmonie, arrivent à faire leur boulot comme il faut, si on veut avoir un système qui fonctionne correctement. Donc on va marquer la pause, mais juste avant, une petite récapitulation. On est à une dizaine de candidats inscrits à la présidence. Non, une dizaine de candidats qui ont fait le dépôt de leurs pièces. Le dépôt de leurs pièces, et puis ensuite... Et ils sont une cinquantaine à avoir fait le préenregistrement. Ils sont plus de 5 000. Ils ont plus de 5 000 à avoir fait le préenregistrement en ligne pour les municipales et locales. Sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Et voilà ce qui met un terme à la première partie de l'émission. Mesdames, Messieurs, restez branchés. Donc, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci de votre fidélité à Métropole. Merci de rester branchés. Pour la seconde partie de l'émission, le pasteur Chavannes Jeune, notre invité, et le directeur du registre électoral, j'allais dire Ricardo Augustin, c'est Philippe Augustin. Ricardo Augustin, c'est un conseiller électoral. C'est le trésorier. Évidemment. Pasteur Chavannes Jeune, le vendredi 15 dernier, il y a eu des primaires au sein du secteur protestant pour désigner un candidat à la présidence. Vous-même, vous avez été élu. Comment ont été organisées ces primaires? Est-ce que ces primaires étaient démocratiques? Laisse-moi apporter une petite précision juste avant de répondre à votre question. Ce n'était pas le secteur protestant per se. C'était les partis politiques d'inspiration chrétienne. Qui, fort heureusement, la plupart se réclament du secteur protestant. Donc, c'est à la suite des discussions qu'on a eues depuis tantôt 2 ans et demi. On a commencé en août 2013. On se préparait pour les élections de 2014, comme on pensait qu'on allait avoir les élections en 2014. Donc on s'est dit que ça fait 2 fois déjà et qu'on s'est présenté aux élections, mais il y a eu beaucoup de chrétiens et particulièrement de pasteurs qui se sont présentés, comme on dit souvent, en graine 5. Est-ce qu'il n'y a pas lieu
de diminuer cette pléiade de candidats, donc de façon à présenter un bloc unitaire et nous allons aux élections puisque nous partageons surtout le même électorat, si vous voulez. Donc cette idée a pris corps, on a constitué une plateforme en juillet 2014 et la plateforme se réclame du nom de Canara en souvenir de la traversée du peuple de Dieu d'Égypte où ils étaient en esclavage pendant 430 ans et ils sont partis pour aller à Canara, une terre fertile, une terre de liberté. Donc Canara signifie pour nous qu'Haïti, nous faisons la traversée dans le désert et maintenant, après 212 ans, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'atterrir sur une terre beaucoup plus fertile? C'est la signification du mot Canara. Donc ceci nous a conduit à essayer de regrouper les entités d'obédience chrétienne. On a retrouvé 25 partis politiques d'inspiration chrétienne. Donc, on a organisé beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres. Et finalement, donc, la plateforme Canara est née. Il y a d'autres qui ne sont pas inscrits à la plateforme Canara, mais qui restent et demeurent des entités. Venons-en aux primaires. Est-ce que c'était des primaires démocratiquement organisées? C'était démocratiquement. Premièrement, de la façon qu'elle s'est organisée. Et deuxièmement, pour la participation, disons, de l'électorat. On a attribué à chaque candidat un chiffre, 200. Vous ne pouvez pas amener beaucoup plus, 200. Donc, on avait la même chance, 200. Ensuite, la commission électorale a lancé des invitations à des groupes spécifiques, à des missions, à des organisations d'encadrement et également à des ligues de pasteurs. On ne sait pas nos autres candidats. Donc, ça va grossir le rang. Donc, vous êtes assuré de vos 200 et les autres, c'est les élections qui vont déterminer donc, pour qui ils vont voter. Donc, c'est ainsi qu'on a organisé les élections et on ne s'est pas arrêté seulement au vote, mais il y avait une commission d'éthique qui prend en charge chaque candidat pour les interviewer et leur poser certaines questions d'ordre moral, d'éthique et d'honnêteté, de transparence. Et cela a ajouté au vote également, puisque le jury a attribué des points à chaque candidat pour leur performance à ces questions. Donc aujourd'hui, vous êtes Aujourd'hui, je suis élu à la majorité, 94,2%. Sur les 3 candidats donc, qui ont été se présenter aux élections primaires. Une question simple, une réponse simple également. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce bloc unitaire est formé et que le secteur protestant a un seul représentant, le pasteur Chavannes Jeune? Bon, nous ne sommes pas représentants du secteur protestant, on ne peut pas le dire comme ça. Nous sommes représentants, disons, d'électeurs chrétien, si vous voulez. Okay. Donc, et puis, ensuite, sur les 15 partis politiques d'entités chrétiennes agréées, nous sommes 11. Okay. Cela signifie 73%. On a réduit il y a 4 le nombre partis de qui restent candidats. toujours. C'est ça. Il y a 4 partis qui restent en dehors et 3 se sont déjà inscrits. Donc, et parmi lesquels Reynold Bazin de Mokrina. Bazin et pasteur Viamo. Le directeur du registre électoral. Aujourd'hui, les candidats à la présidence commencent à se manifester. Ils font leur pré-enregistrement en ligne, ils déposent leurs pièces. Mais toujours est-il que la question du budget n'est toujours pas claire. Où en sommes-nous? Bon, je crois que le pasteur a soulevé tout à l'heure qu'on s'attendait à avoir des élections en 2014. Et on avait un budget pour les élections législatives seulement qui s'élevait à environ 36 millions de dollars. Là, maintenant, en 2015, nous nous sommes retrouvés maintenant à faire des élections présidentielles aussi et des élections locales aussi. Donc, il fallait faire une révision du budget, ce qui est passé à peu près 66 millions de dollars, puis après considération, est passé à peu près 55 millions de dollars. La question principale, est-ce que nous avons l'argent pour? Bon, il y avait déjà 38 millions, donc il fallait trouver la différence, vraiment. Vous dites il y avait déjà, est-ce qu'il y a... il y a plus aujourd'hui, il y a une augmentation? Non, ce qui arrive, c'est que
c'est que jusqu'à présent, nous sommes en train de discuter, de voir avec les amis de l'international, de l'État haïtien aussi, puisque le CEP, lui, il demande des ressources à l'État haïtien pour financer les élections. Et l'État haïtien, lui, il fait appel à ses amis pour trouver de l'argent pour financer les élections. Là, maintenant, vous allez aussi remarquer avec moi que le processus est lancé. Et il n'est pas lancé parce que le CEP a décidé un matin de le lancer. Tous les partenaires se sont mis ensemble, et ils ont dit, OK, nous allons lancer la machine. Donc, il s'agit bien d'un avion, par exemple, qui a décidé de prendre vol. Et vous allez convenir avec moi qu'on n'arrête pas un avion en vol pour faire des réparations. Et surtout, les mécaniciens ne montent pas à bord. Donc, si tout le monde a décidé de se lancer, nous avons suffisamment de fonds pour réaliser les élections législatives. Et entre-temps, nous pourrons faire des discussions encore avec les bailleurs de fonds pour trouver, ou bien de l'État haïtien, pour trouver les fonds nécessaires. Mais nous avons la garantie du côté de l'État haïtien que ces élections seront financées. Parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Il faut faire les élections présidentielles, il faut faire les locales, il faut faire les législatives. Si on ne peut pas aboutir à un vide institutionnel, nous en avons un déjà au niveau du Parlement. Et nous avons déjà une situation irrégulière au niveau des locales. Donc il faut arranger tout ça, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et en 2016, le 7 février 2016, par exemple, on installe un président démocratiquement élu. Le deuxième lundi de janvier 2016, le Parlement rentre en fonction. Et les élections locales sont réalisées. Nous avons des gens élus à la place qu'il faut. Et là, on rétablit l'ordre démocratique dans le pays. Alors, cela dit, dans le fonds fiduciaire géré par le PNUD, on est encore à 38 millions de dollars. À peu près ça. Donc, Pasteur Chavannes Jeune, vous avez participé aux élections en 2006, en 2010. Vous êtes un candidat malheureux. Qu'est-ce qui vous donne autorité aujourd'hui de croire que vous pouvez être président de la République? J'ai été jamais un candidat malheureux. Au contraire, j'ai écrit l'histoire. En 2006, donc avec un parti qui s'est constitué 4 mois seulement, on est placé en de très bonnes positions. Au contraire, j'ai été même à discuter avec le gouvernement, le conseil électoral, de ma position sur l'échiquier des élections. Et on était en train de voir avec moi et comment on peut réconcilier mes chiffres ou ma position pour être placé parmi les 2 partis qui devraient être au second tour. C'est alors que le scandale de Montana s'est produit et je me suis retiré pour ne pas être, disons, responsable et de cette situation qui allait mettre mon pays en jeu. Donc, ça, c'est pour l'histoire. Je ne vais pas commenter beaucoup plus parce que c'est une question d'État. Donc, j'ai consenti le sacrifice et donc, pour moi, j'étais peut-être un instrument donc, pour faciliter qu'il y ait un président en 2006. La deuxième expérience, en 2010, on s'est retiré, vous vous rappelez du fameux groupe 12. On s'est retiré aux élections à 10 h du matin parce qu'il y avait des problèmes à n'en plus finir. Et vous savez comment ces élections se sont terminées jusqu'à ce que c'est l'international qui est rentré dans la partie pour départager les candidats. Donc, ce n'était pas une expérience malheureuse. Au contraire, cela m'a, disons, donné, projeté. Vous êtes aguerri aujourd'hui. C'est une acquisition pour moi, une expérience. Donc, et ça va me permettre de me positionner, disons, d'une façon, disons, beaucoup, je dirais, plus fortement que les 2 expériences. Et comme on dit souvent, jamais 203. Donc, nous sommes là. Je vais vous poser une question essentiellement forte. Est-ce que vous avez géré le problème, c'est l'impression que tout le monde a aujourd'hui, d'hypocrisie qu'il y a dans le secteur protestant? Par exemple, en 2010, les protestants ont voté, encore la majorité des protestants ont voté Michel Martelly. Bon, au deuxième tour, beaucoup plus qu'au premier tour. Donc, est-ce que ces votes aujourd'hui peuvent être rapatriés? Personne ne peut se leurrer de contrôler un secteur. Il y aura toujours, disons, un partage. Vous pouvez gober le maximum de votes dans un secteur, mais prenons par exemple l'OPL.
c'est un pasteur qui est vice-président de l'OPL. Est-ce que vous allez demander à ce pasteur, disons, de changer changer de position, etc. Donc, certains vont voter pratiquement la valace ou fusion ou autre, mais c'est le candidat qui doit travailler à ce qu'il puisse rapprocher donc, les sensibilités de son secteur. Donc, et vous êtes je ne rends pas l'électorat responsable, c'est à nous. Mais il y a une évolution, donc tout le monde peut le constater. 10 ans de cela, quand je me suis présenté aux élections, on m'a attribué tous les maux du monde parce que je suis pasteur. Qu'est-ce que je viens faire? Et maintenant, ce sont des pasteurs qui se sont réunis, des leaders chrétiens, pour faire le vote démocratique des élections primaires. Et maintenant, vous entendez parler dans toutes les églises de la participation citoyenne des chrétiens aux élections, puisque s'ils se croisent les bras et s'ils gardent le silence, le malheur nous atteindra. On aura toujours un président qui ne reflètera pas les valeurs peut-être morales, éthiques, démocratiques, républicaines. Donc, et j'ajoute chrétienne moi-même. Chrétienne, c'est ça. Et Philippe Augustin, au lendemain de la publication de la liste définitive des candidats agréés et non agréés, il y a eu un bec qui a été incendié, c'est au niveau de Petit Goâve. Combien coûte un bec, la mise en place d'un bec, d'un bureau électoral communal? Bon, ça dépend de plusieurs paramètres. Par exemple, si le bâtiment appartient à l'État, c'est un paramètre important. Sinon, il faut louer un local. Ensuite, il faut l'équiper en matériel de bureau, en équipement informatique, etc. Y mettre une génératrice pour s'assurer de l'alimentation électrique, de tout ça. Disons que, bon, moi je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais quand même au niveau approximativement, si le bâtiment n'appartient pas à l'État, il faut le louer, donc il faut prévoir quelques dizaines de milliers de dollars haïtiens pour le bâtiment pour sur un an. Ensuite, il faut payer un personnel, d'abord les 3 membres de BEC, président, vice-président, secrétaire, il faut une ménagère, il faut un gardien, il faut un agent de sécurité, il faut des motos, il faut des bureaux, etc. Donc, et chaque fois qu'on brûle le BEC, c'est vraiment un déficit total pour l'État et pour le CEP lui-même. Mais bien entendu, il faudra remettre ce BEC en place, parce qu'il y a des élections locales qui vont se faire. Combien de BEC il y a au total nous avons au total 142 BEC sur tout le territoire. Et autant de communes, autant de BEC. Il y a 140 communes, mais comme la commune de Port-au-Prince c'est une grande commune, il y a 3 BEC dans le département de l'Ouest, ce qui fait 142 BEC. Quelles sont les grandes difficultés auxquelles, sur le plan technique et logistique, le CEP fait face? D'abord, si on veut parler du plan logistique, et nous savons qu'Haïti, c'est un pays très difficile en termes de transport, etc. Et il y a des centres de vote qui sont dans des régions extrêmement reculées. Moi, j'ai visité un centre de vote à Bahader, dans un endroit qui s'appelle des Têtes de l'eau. Et on ne peut pas y arriver en voiture. Donc, j'ai dû louer un cheval et y arriver. Il y avait 17 passes d'eau. Pour y arriver, donc c'est plutôt difficile. Le transport se fait par bateau, par dos d'âne, par ça. C'est un pays où c'est difficile, Donc du point de vue logistique, nous avons eu le support de la ministère. Là, la ministère nous dit aujourd'hui que c'est désengagé dans 6 départements. Donc ça veut dire que nous devons compter sur le support de l'État haïtien pour les questions de logistique. Question de sécurité. Moi, je dis toujours que la vraie sécurité, c'est le peuple haïtien qui doit se la donner lui-même. Parce que même lorsque la ministre était à 100% effective, ça n'avait pas empêché qu'on fasse une embuscade avérée pour prendre le matériel de char. Et lorsque nous avons eu le fameux Montanado, le pasteur Chapan-Paul, la ministre était présente. D'accord? Donc, ce n'est pas une question de est-ce qu'on va mettre des gens, mais il y a des pays où c'est l'armée qui organise les élections. Par exemple, l'armée qui assure la sécurité. En Équateur, par exemple, il y a un militaire devant chaque bureau de vote. Est-ce que nous pouvons le faire? Nous n'avons pas cet effectif pour. Maintenant, j'ai observé des élections au Mexique, par exemple, et comme le pasteur vient de le dire, ce n'est pas la guerre, ce sont des élections. Et quand il s'agit d'élections, même comme il y a le festival de la musique, c'est le festival de la politique. Les gens doivent se dire que c'est de la démocratie, c'est de bonne guerre qu'on se chamaille, qu'on fasse de la compétition, mais nous sommes quand même tous des Haïtiens et nous allons élire un président qui va devenir notre président, que nous l'aimions ou pas. Comment le CEP va faire pour rattraper les retards accumulés?
Une dernière question pour vous. Les retards accumulés. Alors là, il faudrait d'abord savoir quels sont ces retards qui sont accumulés. Là, maintenant, je suis très gêné du fait que, par exemple, nous n'ayons pas encore une liste définitive de candidats. Parce qu'il y a des communiqués qui sont sortis demandant aux candidats de remplir certaines formalités supplémentaires. Ça nous donne un retard au niveau de la préparation des maquettes des bulletins de vote. Et là, maintenant, il faut faire aussi des appels d'offres pour les firmes qui vont produire ce matériel. Et il y a un avantage aussi, par le fait que nous ayons pu faire des enregistrements en ligne, notre base de données est prête. Donc, il faudra tout simplement sortir de cette liste les candidats qui définitivement ne vont pas participer aux élections. Donc, et nous allons essayer aussi d'automatiser la production des maquettes, parce que traditionnellement, on mettait une batterie de graphistes qui travaillaient. Là, maintenant, on va le faire plutôt automatique. Donc, on va gagner du temps. Ce que nous aurons perdu en inscription de candidats, nous allons gagner du temps en production des bulletins, en production, etc. Mais de toute façon, nous sommes plutôt dans les délais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 19 mai et les élections sont pour le 9 août. Le 25 je dois obligatoirement publier la liste électorale le 9 juillet. Le registre est fermé. Donc ces grandes dates seront respectées. 9 août pour le premier tour des législatives. Laissez-moi vous dire. 25 octobre pour les présidentielles. Lorsque vous préparez un calendrier électoral, vous faites des prévisions. Mais ce n'est pas comme si vous regardiez dans une boule de cristal, telle chose va arriver, telle chose va arriver. Donc au fur et à mesure que vous avancez dans le processus, vous faites des ajustements par rapport à la réalité des faits. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe. Et pour le moment, je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport aux dates butoirs qui doivent être respectées de toute façon. Et là, peut-être que il y aura peut-être quelques petits ajustements à faire. Une dernière question pour le pasteur Chavannes Jeune. Le dépôt de vos pièces, vous allez y procéder aujourd'hui. Comment ça va se passer? Est-ce que vous êtes confiant? Et combien de candidats Canaan compte qui se sont déjà fait inscrire, préenregistrer, tout ça? Donc, on a, pour les législatives, on a une trentaine de candidats à la députation. Et au Sénat? Au Sénat, on n'a que 2. Malheureusement, on a perdu un candidat. Et qui n'a pas été repéré jusqu'à présent. Mais on a des alliances avec d'autres partis qu'on a retiré des candidats à leur faveur. Et de même, ils l'ont fait pour nous, puisqu'on a fait une analyse de force pour et de faiblesse. Pour éviter des face-à-face malheureux, ou bien qui ne sont pas nécessaires. Donc, aujourd'hui, on va faire le dépôt des pièces. Donc, tout est fin prêt, puisqu'on a les pièces déjà. Et on était un petit peu prévoyant. Donc, depuis tantôt 3 semaines, toutes mes pièces étaient prêtes. Et c'était un exercice de foi aussi aux élections primaires. Pasteur Chavannes Jeune, merci d'avoir été avec nous. Philippe Augustin, merci à vous, directeur du registre électoral. Voilà ce qui met un terme à l'émission Le Point ce matin. Restez branchés sur Radio et Télé Métropole. Vous ne serez pas mieux ailleurs. Messieurs, merci. Le Point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.